ici en France, beaucoup d'Ukrainiens ou de défenseurs de l'Ukraine disent non, on ne peut pas parler à Poutine, on ne peut pas être assis à la même table. Ils disent c'est une erreur tactique peut-être et même morale. Qu'est-ce qu'il y a à négocier avec Poutine? Pourquoi être à la même table? Qu'est-ce que vous leur répondez? Du point de vue du droit international et de ce que la Russie fait dans le cadre de cette guerre, il n'y a aucun sens de parler avec Poutine, mais dans le monde réel, il faut utiliser tout instrument qui peuvent mener à l'arrêt de la guerre. Tout moins un arrêt à court terme. Mariana, comment vous ressentez ça? Vous êtes ukrainienne à cette table. Le fait d'imaginer que Poutine, qu'on serre la main, à la poignée de main, parce qu'il y aura sans doute vraisemblablement une poignée de main. Dans ce cas-là, Poutine-Zelensky. Je pense que ce serait assez compliqué psychologiquement à Zelensky, mais en même temps, il va penser au peuple ukrainien, surtout aux combattants qui ont déjà donné leur vie. Et c'est surtout la ressource en fait humaine de la population ukrainienne qui fait du fait qu'on accepte la voie diplomatique plutôt que les batailles actuellement. Si on peut résoudre au moins une partie de ce conflit et amener vers la paix durable par la voie diplomatique, c'est toujours plus avantageux que perdre encore plusieurs troupes ukrainiennes sur le front. J'aimerais votre sentiment tous sur ce plateau. Allez sur les réseaux sociaux. Quelqu'un comme Nicolas Tenzer, qui est un combattant historique de la liberté, dit c'est une erreur très grave de négocier. Il dit il n'y a aucune raison de négocier. Oui ou non, est-ce que vous considérez que c'est juste d'imaginer une scène où Zelensky serrerait la main de Vladimir Poutine pour négocier? Alors ça, c'est deux choses un peu différentes. Mais... Ah bah oui, c'est pas différent. On serre la main ou non, mais on a beaucoup comparé à Hitler. On ne serre pas la main à Hitler, ça c'est sûr. On n'imagine pas Churchill qui serrerait la main de Hitler. Non mais la question est résolue. L'Ukraine veut négocier. Mais votre avis à vous? Ben moi je m'arrange à ce que veulent les Ukrainiens, c'est tout. C'est tout. Non mais voilà, on soutient l'Ukraine. Les Ukrainiens ont décidé de négocier. Les Ukrainiens, le président Zelensky. Beaucoup d'Ukrainiens disent non, on ne peut pas négocier avec Poutine. Déjà, une rencontre, c'est pas forcément une poignée de main. Il y a eu la poignée de main entre Aliyev et Pachinian parce qu'ils ont signé un accord. Donc une rencontre, je rappelle quand même qu'à Istanbul, les délégations russes et ukrainiennes étaient assises à une vingtaine de mètres. Pardon, il y a beaucoup d'Israéliens ou de Palestiniens n'ont toujours pas accepté, avec raison ou tort, chacun juge, la poignée de main Rabin Arafat. C'était une erreur. On parle de possibilité de négocier et il ne faut pas confondre le processus de négociation auquel Volodymyr Zelensky est prêt et quelles conditions on met sur la table. Encore une fois, les Ukrainiens ne sont prêts ni à céder des territoires, ni à renoncer à leur adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, ni à renoncer à poursuivre tous les crimes qui ont été commis sur leur territoire, ni à renoncer aux compensations. Mais avec ça, ils veulent venir négocier avec la Russie et exiger de la Russie. Il y a comme quelque chose qui cloche. Écoutez cette archive. Écoutez le président Zelensky qui disait sur cette antenne, il disait on ne négocie pas avec Hitler. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi les négocier? On est d'accord ou non avec lui, mais visiblement, il a retourné son avis. Vous allez nous expliquer pourquoi. Écoutez. On ne peut pas négocier avec une personnalité qui vous a occupé. Je n'ai aucune confiance en des arrangements potentiels avec un tel personnage. Avec Hitler, on a eu beau négocier, des nations entières ont souffert. Mais avec une Allemagne enfin débarrassée du nazisme, une Allemagne démocratique, le résultat a été bien différent. Le monde est heureux aujourd'hui d'avoir un tel pays. Avec la Russie, c'est pareil. Dès qu'elle est prête au respect de la démocratie, du droit et de la liberté, on est partant. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Il n'y a toujours pas la démocratie en Russie. Je peux vous dire ce qui s'est passé. En fait, il le dit actuellement qu'il est prêt à négocier avec Poutine pour ne pas rompre avec Trump. Rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Parce qu'à chaque fois, quand il peut éviter cette compromission, c'est une compromission. C'est pas un compromis, c'est une compromission. Mais quand il veut s'échapper de cette compromission, il dit... Mais soyez clair, être à la même table que Poutine, ce sera une compromission d'après vous? Non, c'est pas ça. En même temps... Il faudrait savoir, c'est une compromission ou c'est pas une compromission? Attendez, je vais vous expliquer. En fait, le truc, Trump fait pression sur l'Ukraine pour la pousser en négociation. Si l'Ukraine ne veut pas se mettre à la table, Trump dit « je vous coupe tout ». Et donc l'Ukraine a consenti le 11 mars à signer aujourd'hui, à un moment donné, il faudra bien être à la table ou pas. Donc oui ou non, qu'on entende tous les avis. Je finis ma phrase. Mais si Zelensky et Poutine se retrouvent à la même table, c'est Poutine
qui sera le plus gêné d'être en face de Zelensky. D'accord, mais le problème moral, il est du côté de Zelensky. Vos avis là-dessus, Richard Verly Moi, je pense que si Volodymyr Zelensky obtient une rencontre à 3 avec Donald Trump, de toute manière, il ira. C'est fait, c'est plié. Et donc, c'est sa volonté politique qui, en la matière, décidera. C'est du pragmatisme, à condition que Donald Trump y soit. Et enfin, sur la comparaison, on ne serre pas la main d'Hitler, c'est vrai, mais on a quand même, tous nos pays, serré la main de Staline et serré la main de Mao Tse-tung. Ne l'oublions pas quand même. Oui, surtout qu'il y a eu le précédent de Boutcha qui fait qu'on ne parlait plus de négocier avec Poutine parce que voilà, c'était une guerre qui était différente dans sa nature, dans ses buts, de ce qu'il y avait eu en 2014-2015. Mais c'est aussi une victoire pour Zelensky, paradoxalement, d'avoir à serrer la main de Poutine. Parce que Poutine est obligé de légitimer le pouvoir qu'il a décrit comme nazi, installé par la CIA, tout ce qu'on veut. Ce sera encore Zelensky qui sera là. Mais ça, c'est la thèse, chacun fait un bout de chemin. C'est pas chacun fait un bout de chemin, c'est la thèse de la réalité et du pragmatisme, mais ça existe aussi côté russe. Ils vont devoir s'abaisser à devoir serrer la main du régime ONI qu'ils devaient renverser en 72 heures. C'est pour ça qu'il n'est pas allé le rencontrer en Ankara, en Turquie. Oui, parce que il y a quand même un changement de discours. Quand on disait c'est un régime de type... On a beaucoup entendu sur ces plateaux, les Ukrainiens, avec chacun juge si c'est vrai ou non, mais qui disaient, qui la comparaison avec Hitler, on n'imagine pas Churchill. Il y a plus de 2 ans de guerre, il y a un président pro-russe aux États-Unis. À un moment donné, Zelensky, il faut aussi qu'il fasse quelque chose. Mais l'Europe est prête à soutenir. Continuer à dire je ne parle pas. Elena Voloshin, l'Europe est prête à prendre le relais et à soutenir tout autant que les Américains. Présent, ça marche pas vraiment. On ne peut pas sous-estimer l'Europe. Moi, je rapporte les arguments de beaucoup d'Ukrainiens. Zelensky n'a pas trop de choix non plus, en fait. Trump organise cette rencontre et il voulait déjà négocier et le rencontrer pour pouvoir terminer cette guerre au plus vite possible. En fait, c'est ça le but des Ukrainiens. C'est les Russes qui ont commencé cette guerre, c'est les Russes qui doivent la terminer, oui. Mais si, imaginons, Zelensky ne vient pas, vous imaginez déjà les propos dans les médias russes que Zelensky n'est pas venu, c'est lui qui bloque justement ce chemin vers la fin de la guerre. Donc oui, il va y aller. Et justement, oui, Poutine ne voulait pas le considérer comme un vrai président ukrainien. Il voulait qu'on fasse des élections. Et au final, il va le rencontrer, j'espère. Et comme ça, oui, il légitimise. Donc je suis d'accord. En tout cas, avançons. On va avancer. De 28 février. Très, très important. Vous vous souvenez, Zelensky a commencé à dire à Trump, c'est pas la peine de négocier. Ça se passait à la Maison-Blanche. C'est pas la peine de négocier avec Poutine parce qu'on ne peut pas le croire sur parole. Aucune garantie de la bouche de Poutine n'est pas valable. Et qu'est-ce qui s'est passé le 28 ? De négocier. Et qu'est-ce qui s'est passé le 28 ? On l'a foutu dehors. Et donc, pour ne pas être foutu dehors, il est obligé maintenant d'accepter de négocier. Mais il pourrait. On a vu à quel point les Européens sont prêts, eux, à aider l'Ukraine à se battre. Si elle le voulait, effectivement, elle est libre. Si elle ne veut pas continuer, mais l'Europe dit, nous, on serait prêts à vous aider, à vous battre si vous le voulez. Quoi qu'il en soit, l'Europe est-elle exposée à la Russie plus que dans le passé si elle est lâchée par les Américains? Regardez ces images. Belousov, le ministre de la Défense de Russie, qui mène une campagne, il continue à se déplacer souvent tout au long le flanc est de l'OTAN, comme pour provoquer un petit peu l'adversaire, en particulier en Biélorussie. Il a tenu une réunion avec des correspondants militaires. La production et la livraison de drones et d'autres armements aux unités des forces armées russes ont été discutées, notamment pour la Biélorussie. Les journalistes ont également présenté au chef du ministère des initiatives pour le soutien à l'opération militaire spéciale et à l'exercice Zapad. Michel Goya, il y a là presque une manière un petit peu... Alors, il y a les essais... il y a les incidents qui se déroulent dans les airs, sur mer, et il y a une manière même physique de s'approcher de la frontière est. Oui, vous pouvez rajouter tous les travaux d'infrastructure de l'armée russe, ils ont lieu dans cette région. Ils ont lieu dans le district militaire de Leningrad, ils ont lieu et donc il y a au moins ce discours du côté russe de dire ok, d'accord, il y a la guerre en Ukraine, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi des choses plus importantes. On pense déjà à la suite, pour le dire autrement, et la suite, on voit très bien le centre de gravité des forces russes pour la suite. Tous les efforts sont dans cette région. Et dès que la guerre en Ukraine sera terminée, vous pouvez être sûr que vous aurez un déplacement des forces. Vous savez, toutes les 11 armées qui sont alignées sur le front de Donbass vont se replier et la plupart vont se retrouver dans cette région de Leningrad. Ils vont se retrouver face au pays. Parce qu'il y a aussi la région militaire de Moscou. Oui, face aux pays baltes, c'est la région militaire de Moscou. C'est vrai, c'est Leningrad. C'est vrai. Donc, de le centre de gravité militaire, il se retrouvera là. Et les Russes le préparent très clairement. Donc, ils renouvellent Zapad. Et le ministre, qui au passage, d'ailleurs, Belousov, est quand même un ministre efficace.
Il faut quand même le... C'est un technocrate, hein. Oui, c'est un vrai technocrate, militaire, hein. mais il est bon. Mais malheureusement, il est bon dans son job. C'est pas son prédécesseur. Ces gens-là, ils préparent la suite, en fait. Voilà, il faut le voir comme ça. À la fin de la guerre en Ukraine, vous aurez une armée russe qui faudra se reconstituer, il faudra se rééquiper, se réorganiser, mais qui sera puissante et qui sera une menace considérable pour tous les voisins. Quand j'étais en Estonie, justement, il y a 2 mois, on avait visité une base près de la frontière et il y a Pskov de l'autre côté de la frontière. Et ce que les Estoniens observent, notamment aussi par du renseignement, c'est que les Russes sont en train d'étendre énormément les bases dans la région de Pskov et pour y mettre de nouveaux blindés, de nouveaux canons. Mais la vraie terreur aussi, de plus en plus chez les Estoniens, c'est l'idée que, à défaut de faire des concentrations massives de forces, comme ça avait été le cas avant l'invasion de l'Ukraine, il y a une nouveauté par rapport à 2022, c'est que la crainte, ce serait que les Russes fassent ce qu'ils font aujourd'hui sur les villes ukrainiennes, des bombardements massifs, sauf que cette fois, vous n'avez pas ces systèmes patriotes et des centaines de systèmes de défense aérienne en Estonie comme on les a en Ukraine. Et le scénario qui commence à être craint là-bas, c'est que autant nous, on a fini par bétonner le fameux corridor de Suwałki, tout ça, la menace est moins forte qu'avant de ce côté-là, mais on n'a pas de défense aujourd'hui contre des essaims de milliers de drones qui s'abattraient par exemple, sur des villes estoniennes ou lettonnes. Alors, a priori, cette rencontre s'est déroulée au ministère de la Défense russe, donc à Moscou. Et c'est vraiment purement une opération de propagande. On a là tous les milli-blogueurs, les correspondants de guerre des chaînes de télévision russes. Et c'est quelque chose qui se fait quand même régulièrement dans le champ propagandiste russe. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, les rencontre personnellement parce qu'en plus d'être des rapporteurs de guerre, ce sont aussi des stratèges, quelque part. C'est un lien, en fait, aussi entre les forces armées et le haut commandement. Ils rapportent les besoins du front en munitions, en drones. Lorsqu'ils sont sur le front, ils s'habillent eux-mêmes en camouflage. Ils sont vraiment comme des combattants en fait avec des micros. Ils sont vraiment font partie vraiment. Ils critiquent aussi vraiment. Ils critiquent aussi l'appareil. Et stratégiquement, cette réunion n'a pas vraiment. C'est important d'avoir des gens qui critiquent parce que là, vous pouvez effectivement voir un peu les problèmes. Vous pouvez voir. Parce qu'en fait, c'est les seuls qui sont autorisés actuellement à critiquer un peu. Parce qu'en fait, tous les autres, dès que vous ouvrez la bouche, dès que vous prononcez le mot guerre, militant et prison, et en fait, c'est les seuls. C'est la critique de l'aile droite. Disons le camp militaire. C'est le camp militariste et militaire. Et donc, en fait, leur critique, c'est un tout petit peu ce que disait Prigojine, c'est un tout petit peu ce que disait le général Popov. Et donc, en fait, c'est une soupape aussi pour le ministère de la Défense parce qu'ils comprennent très, très bien que ça se passe pas toujours très, très bien sur le front. Hein, il faut bien le reconnaître. Pourquoi est-ce qu'il y a cette montée d'inquiétude européenne? Expliquez-nous, parce on va voir plus tard les chiffres. Visiblement, l'Europe se réveille pour réarmer. Là, quand on voit Belousov qui est vraiment à ses portes, là, on est à Kaliningrad, tout près de la Pologne notamment. On comprend là l'inquiétude que les Polonais ressentent. La bataille du temps, d'abord, je dirais. Parce que nous, on a 3 ans pour récupérer 30 ans de désarmement. Quand on parle de la production française, alors se gargarise du fait qu'on soit passé de 20 000 obus produits par an en 2022 à 100 000. Maintenant, vous regardez la réalité des prix. Si on voulait correspondre à la cible de 5% de dépenses militaires sur lesquels on est engagé, il faudrait 4 fois plus de gens de l'industrie de défense, on n'y arrivera pas. Notre industrie de défense est à 90% de ses capacités en moyenne, enfin en termes d'activité, ça va être dur d'aller au-delà. Et de l'autre côté, les Russes, eux, non seulement l'économie de guerre, ils y sont pour de bon. Je ne sais même pas si on votera un budget, nous, d'ici la fin de l'année, au risque où vont les choses, alors que eux, ils sont à 7% de leur PIB alloué à la défense. Et surtout, nous, refaire des stocks, etc., on ne peut pas les faire parce qu'on doit les livrer aux Ukrainiens à raison. Je dirais que c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est la bataille du temps et elle accélère encore si les Américains commencent à se retirer de la partie. Regardez les chiffres, puisque... Regardez les chiffres.